Bonjour et bienvenue à cette troisième semaine de la série Restons connectés. On s'équipe pour la nouvelle réalité. Mon nom est Marie-Pascale Morissette. Je suis conseillère en transformation dans l'équipe Stratégie Opération chez Agenda et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Nous poursuivons toujours le même objectif, celui de partager notre expertise avec vous. On vous propose cette semaine 2 webinaires sous le thème de naviguer dans la complexité. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le changement, faire corps avec le changement. Je vous rappelle la formule de nos rencontres. Alors, il va y avoir une présentation interactive entre nos conférencières aujourd'hui, parsemée de sondages. On vous encourage à utiliser l'espace questions et réponses. Si on n'arrive pas à répondre à votre question dans le cadre du webinaire, sachez que c'est pour nous une source d'inspiration. Donc, écrivez en grand nombre. Je vous rappelle aussi que tous vos micros et vos caméras sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur et que je vous invite à fermer un maximum d'applications sur votre poste de travail pour une meilleure expérience de votre outil Zoom. Pour lancer le bal aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Véronique Morin et Mélanie Drouin. Véronique, tout d'abord, bonjour. Bonjour Marie-Pascale. Véronique, elle est notre leader de pratique en gestion du changement. Toute l'équipe de gestion du changement au sein d'Agenda, on est très heureuse qu'elle puisse s'adresser à vous aujourd'hui. Elle est accompagnée de Mélanie Drouin, qui en est à sa première participation avec nous. Alors, heureuse que tu te joignes à l'équipe, Mélanie. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis super contente de faire un webinaire avec vous aujourd'hui. Excellent. Alors, vous conviendrez, mesdames, qu'on vient de vivre tout qu'un changement dans les dernières semaines. Et somme toute, sans préparation, on a réussi à être efficace. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est comment s'inspirer de tout ce qu'on a vécu pour adopter les bons comportements et accueillir ce mode de changement de façon continuelle. Alors, on aurait quasiment le goût, hein, Véronique et Mélanie, de tendre la main aux personnes qui nous écoutent et à les inciter à répondre à cette question. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire faire corps avec le changement? Alors, prenez un moment pour y réfléchir, puis surtout, entrez vos impressions de façon spontanée dans le Q&A. Tout au long de la présentation, Véronique et Mélanie vont en être inspirées. C'est bon? Oui. Alors, Mélanie, je me demandais si, pour illustrer tout ça, tu avais un exemple concret de ce qui s'est passé au début de ce vortex de changement qui nous a assaillis. Alors, on t'écoute sur une expérience client. Écoute, j'ai un excellent exemple qui s'appelle le télétravail. Donc, mettre un département en entier en télétravail. Véronique et moi sommes des conseillères en gestion de changement. Donc, notre rôle auprès de nos clients, l'objectif premier, c'est de vraiment s'assurer que les gens, jour 1, soient prêts à vivre le changement. Donc, si on se met dans une perspective de mettre les gens en télétravail avant mars 2020, bien, probablement que c'est un projet qu'on aurait fait sur une durée de 4 à 6 mois. Là, c'est une estimation que je fais. Puis quand je parle d'un département, là, je ne parle pas d'une organisation non plus de 7000 personnes. Peut-être qu'on peut se dire environ 50 à 100 personnes. Et en mars 2020, avec la nouvelle situation, mais c'est quelque chose qu'on a fait en 3 jours. Wow. Donc, passer de 4 à 6 mois en 3 jours. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Bien, probablement qu'avant, on aurait mis en place une équipe projet. On n'aurait pas commencé avec le département en entier, donc on aurait sélectionné une équipe. Probablement qu'on jugeait que la nature du travail de cette équipe-là allait bien en télétravail, donc on aurait commencé peut-être plus facilement. On se serait assuré que ces gens-là aient adapté leur organisation du travail. Donc, s'il y avait des réunions d'équipe le matin, par exemple, devant un tableau blanc, comment on les reproduit à distance.
On se serait assuré chez eux aussi qu'il y avait tout l'équipement ergonomique et tout l'équipement informatique nécessaire pour bien travailler. Et bien sûr, probablement qu'on leur aurait donné des formations sur comment fonctionner avec Teams. Et là, ce qui s'est plutôt passé, donc on parle du jeudi 12 mars, vendredi 12 mars, ça a été une chasse au trésor, donc pour trouver des portables et le matériel informatique pour tout le monde, parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde là, qui avait un portable. Il fallait se préparer en prévision du travail à la maison. On s'est assuré que tout le monde avait téléchargé sur son ordinateur une application pour être capable de se connecter à distance. On a revu le plan des opérations critiques, donc vraiment ce qu'on fait en priorité. Et quand on a quitté, on n'était pas encore certain qu'on allait être en télétravail, donc on l'a su le dimanche. Donc le dimanche soir, il y a eu une réunion d'urgence pour mettre tout ça en place dès le lundi matin. Donc les gens ont été fonctionnels, peu d'ajustements, ça a quand même bien été, mais de passer de 4 à 6 mois à 3 jours, là, on a une vitesse grand V. Est-ce que c'est nécessairement la bonne vitesse? Peut-être qu'on peut trouver un juste milieu parce que ce n'est pas nécessairement non plus un rythme que les gens peuvent soutenir. Et là, avant de passer à la vitesse, Mère Pascale te pose une question. Peut-être qu'on pourra aller voir les réponses. Écoute, c'est encore un peu timide, les échanges dans le Q&A, mais on a M. Regaudy qui dit, et c'est fort à propos, il dit accepter le changement. Donc, il faut faire corps avec le changement. Pour lui, c'est accepter le changement en mode agile. Véro, Mélanie, voulez-vous commenter? En mode agile, en fait, l'agilité elle-même se veut une adaptation. C'est très itératif. Donc, on produit rapidement pour obtenir de la rétroaction rapidement et s'ajuster. Alors, évidemment, d'accepter le changement de cette façon-là, je pense que c'est la meilleure. C'est une bonne option. J'en vois d'autres là, qui dit go commentent. With the flow, pas de Oui, résistance. c'est ça. Bon, le fun, on commence. On dirait qu'il faut partir le bal, puis là, les gens se déjouent. Je rajouterais aussi, peut-être avec l'agilité, c'est un concept aussi souvent qu'on dit fail fast, learn fast. Donc, le plus vite on l'essaie, si le plus vite on fait des erreurs, le plus vite on peut s'ajuster. Donc, on n'attend pas d'être arrivé à la fin du projet pour se rendre compte que finalement, on n'a plus la bonne destination. Oui, faire preuve d'ouverture, l'accueillir, la vivre, émettre un et plutôt qu'un mais, j'oserais dire. Se donner du temps, se donner Absolument. le droit à l'erreur, ça ressort ça aussi. Donc, ce sont des points que vous aviez l'intention d'aborder, je crois, mesdames. Hein? Absolument, ça couvre les aspects. Puis, Mélanie, j'ai envie de revenir. Tu disais, tu sais, sur la vitesse des changements. Hein? Je pense que ça revient. Là, il y en a qui disent ne pas paniquer avec ce changement rapide. Mais en fait, cette vitesse-là, je ne suis pas certaine que c'est une question de vitesse, mais bien une question de capacité d'adaptation. Hein, qu'il faut la vitesse souhaitée, là, c'est beaucoup plus comment on va s'adapter. Ce serait de mentir que... Oups, pardonnez-moi. Voilà. Alors, ce serait de mentir que de dire que tout a changé du jour au lendemain. Hein, je pense qu'on travaille dans ce domaine-là assez longtemps, Mélanie, pour avoir vu venir un peu les choses. Tu travailles toi-même en agilité, en lien avec la réponse qui nous a été donnée. Hein. Ça fait plusieurs années que tu accompagnes des équipes en agilité. Le changement est déjà plus traité comme un événement unique, linéaire ou même une séquence. On les vit par boucle, par groupe même de changement. Alors là, on vient de vivre, oui, un effet choc. Je pense que ça en était tout un et d'une ampleur inégalée. Mais on vit des changements en continu. Qu'on pense uniquement aux changements technologiques. Hein. Notre collègue Fazil en a parlé, le mentionnait dernièrement quand il discutait de technologies émergentes. Le cloud, l'info nuagique a complètement changé notre façon d'intervenir en gestion de changement. Moi, je suis un produit des migrations technologiques. J'en ai fait plusieurs exemples plusieurs mandats au début de ma carrière. Donc, le meilleur exemple que je donnerais, c'est celui d'Office 365, qui est arrivé dans les organisations où on s'est vraiment éloigné de la migration traditionnelle, un peu comme tu le décrivais dans ton exemple d'introduction, Mélanie. Hein? On préparait les choses, on formait les gens, on s'y prenait à l'avance. Office 365, on le déploie et on parle beaucoup plus d'adoption que de changement parce que les outils, eux, ils évoluent sans cesse. Une mise à jour n'attend pas l'autre. Donc, on ne serait jamais capable de suivre cette cadence-là. Donc, on a dû adapter nos interventions. Et il a d'ailleurs fallu se moduler, puis plutôt préparer les gens, les équipes
et les organisations à accueillir ce changement-là, mais de façon continue. Excusez-moi. Depuis le premier webinaire, on l'a vu, hein, on a parlé de culture numérique, de culture d'apprentissage, de culture d'innovation. Mais la trame de fond qui soutient l'émergence de toutes ces cultures-là, c'est la capacité des organisations de créer les conditions favorables, hein, pour accueillir le changement, mais de façon presque perpétuelle. C'est la vie d'aujourd'hui. Le changement, c'est le nouvel état permanent. Je me plais à dire ça à mes clients qui disent « Ah, on est aussi bien de s'y faire, c'est là pour rester. » Puis en plus, nonobstant ce qu'on vient de vivre, mais il y a des changements radicaux qui sont en augmentation, on ne se le cachera pas, qu'on pense à l'environnement, au climat, les attentes intergénérationnelles. Marie-Pierre le mentionne souvent dans ses conférences, on est 5 générations sur le marché du travail. C'est quand même pas rien. C'est une source, ça aussi, de changement et d'adaptation pour tout le monde de ces générations-là. Tu sais, c'est pas juste les jeunes, c'est pas juste les vieux. Je pense que c'est chacune des générations qui a à vivre avec ça. Les technologies qu'on appelle de rupture, hein, celles qui font faire des pas de géants aux organisations, qu'on pense à l'intelligence artificielle, entre autres, ça n'arrête pas. Puis ça n'arrêtera pas. Il faut donc accepter que ça fasse partie de notre quotidien. Puis, bien, les organisations doivent miser sur le talent de leurs équipes pour y faire face. Alors justement, Mélanie, en parlant du talent des équipes, j'aimerais t'entendre sur comment on fait corps avec le changement, mais en équipe. En équipe, écoute, j'ai un excellent exemple d'une gestionnaire que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, donc sur différents projets. Qui avait vraiment adopté une posture pour vraiment miser sur l'équipe parce qu'elle, dans sa, ben, je ne vais pas dire dans sa tête, mais dans sa façon de voir les choses. Dans sa façon de voir les choses, pour elle, l'équipe avait une puissance inouïe, puis on ne l'utilisait pas assez, donc comment on pouvait l'utiliser davantage. Donc, elle, dans ses discours avec ses employés, elle avait toujours développé votre capacité d'adaptation, soyez agile, parce que pour elle, c'était vraiment des compétences précieuses à développer pour l'avenir. Puis, il est arrivé une situation où ce département-là, il y a plusieurs mois, a annoncé sa fermeture. Une fermeture qui allait être étalée sur une période d'1 an. Donc, éventuellement, les employés leur poste allait être coupé. Bien sûr, là, il y a des mesures pour essayer de les redéployer. Ça, c'est une autre histoire. Mais elle s'est dit, OK, mes employés, le département ferme, mais j'aimerais leur léguer toute la capacité qu'ils ont à travailler en équipe, à utiliser le leadership. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de créer pratiquement une équipe autogérée. Donc, avec pas de gestionnaire nécessairement qui intervenait. Donc, le pouvoir était entre les mains de l'équipe. Puis, dans un contexte de fermeture où tu dois quand même maintenir certaines de tes opérations pendant 1 an, puis tu as quand même des gens qui quittent entre-temps, bien nécessairement, faut que tu optimises tes processus, tu laisses un peu aller ce qui était un peu moins important. Des fois, on fait des choses pendant des années puis on ne se questionne plus. Quand il arrive un changement drastique comme ça, ben, ça nous fait remettre en question et de dire si c'est vraiment nécessaire. Puis, ça a été une occasion aussi pour cette équipe-là de développer beaucoup sa polyvalence parce qu'étant donné qu'il y a des gens qui quittent, ben, les gens ont été amenés à faire d'autres tâches aussi. Donc, vraiment une structure très, très agile qui a été mise en place. Je ne vous dis pas que ça a été facile, mais ça a été fait. Puis pourquoi je veux parler de la force de cette équipe-là aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir pris cette opportunité-là, qui était quand même un changement assez dramatique, pour développer notre capacité d'adaptation puis notre agilité, bien, quand on est arrivé dans le contexte actuel, parce que c'est ces mêmes personnes-là aussi qui ont été mises en télétravail en 3 jours, étaient déjà habitués de se réorganiser en équipe. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, déjà eux-mêmes se sont créés des canaux dans Teams, se sont fait des réunions, ont revu leur documentation, ils ont même eu à créer des nouveaux processus et ça a tout été fait en équipe avec pratiquement l'intervention de aucun gestionnaire. Donc, on encourageait vraiment les gens à prendre des décisions puis à essayer. Et on a vu tout ce que ça a donné de super positif puis que ça les a aidés pour la situation actuelle. Donc, comment vous pouvez profiter actuellement de la situation pour miser sur votre équipe?
qui pourra être bénéfique dans le futur encore pour un autre changement. Absolument, c'est vraiment intéressant. Oh, il y a un retour de son incroyable. Et ça fait le lien, tu sais, l'équipe peut avoir un impact très puissant, mais cette équipe-là est aussi composée d'individus. Hein? Alors, on a parlé d'organisation, d'entrée de jeu, on vient de parler de l'équipe. Le changement se vit aussi au niveau individuel. Pour certains, ça va générer du stress, de l'anxiété, mais pour plusieurs personnes, ben, c'est de l'excitation, c'est de l'envie de profiter des opportunités, il y a une forme d'effervescence qui est associée à ça. Alors, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Je pense que ça commence par une saine gestion de nos émotions. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Donc, le changement, tu sais, avant d'aller à un niveau organisationnel, avant d'aller à un niveau équipe, ça passe d'abord par l'individu. Donc, tu es le propre responsable de ton changement. En bout de ligne, c'est toi qui décides si tu embarques ou si tu n'embarques pas. Puis, l'importance de vivre nos émotions, mais en conservant là, une attitude constructive. C'est un changement, c'est quelque chose qui est super émotif. Ça peut générer de la confusion, de la peur, de l'anxiété. Autant que pour d'autres, comme tu disais, c'est de l'excitation, c'est du plaisir, c'est de la curiosité. Mais un changement peut être émotionnellement, ça peut être super épuisant. Donc, pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux-là, puis cette spirale, puis moi, je mettrais l'image de quelqu'un qui nage continuellement à contre-courant. C'est très épuisant. Donc, on n'a pas le choix de développer notre capacité d'adaptation. Donc, avec nos émotions. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à reconnaître la source de nos préoccupations. Ça prend quand même une bonne conscience de soi. Donc, est-ce que ma préoccupation part du fait qu'avec le changement, j'ai peut-être la crainte que ça m'enlève un peu d'autonomie, l'orientation qui est prise n'est pas en lien avec mes valeurs, j'ai peur peut-être que ça me rende incompétent. Donc, vraiment identifier la source. Ensuite, l'importance d'être capable aussi de nommer ses émotions, juste les dire à haute voix, ça fait déplacer l'activité dans ton cerveau. Ça fait en sorte que tu fais peut-être un peu de place pour réfléchir puis être plus créatif. Puis juste la façon dont on nomme nos émotions, les mots qu'on utilise, ça peut vraiment influencer sur notre état émotionnel. Par exemple, si je dis j'y arriverai jamais, j'ai bien trop de travail, en plus j'ai les enfants à la maison, ben c'est peut-être de le nommer différemment puis de dire « Ah, j'ai un bon défi devant moi ». Peut-être qu'il faudrait que je parle à mon gestionnaire pour prendre un arrangement. Donc, être capable de nommer ses émotions, mais porter attention à la façon dont on les nomme, parce que juste le dénommer, des fois, ça fait baisser un petit peu la pression. Je parle d'accueillir le négatif parce qu'en ce moment, on vit peut-être plus des émotions stress, anxiété, puis des fois, c'est des émotions qu'on n'a pas nécessairement envie de vivre. C'est pas les plus le fun, mais plus on les pousse, elles vont finir par revenir. Donc, on est mieux de les vivre, de les accueillir, puis pas nécessairement non plus tomber. Tu sais, je remarque quand quelqu'un dit « Ah, ça va moins bien aujourd'hui », on a tendance à dire « Tu sais, ça va bien aller, inquiète-toi pas ». Non, tu sais, il faut quand même laisser vivre. Il faut pas essayer nécessairement de rassurer. C'est correct d'avoir des journées un peu moins bonnes. C'est peut-être aider la personne à comprendre pourquoi elle se sent triste. Bref, donc, important de vivre le négatif, mais non plus ne pas se laisser guider par ces émotions-là. Tu sais, c'est pas ça qui doit, en bout de ligne, diriger nos décisions. Parce qu'on sait que ce sur quoi on met du focus, ça prend de l'ampleur. Donc, on a juste pensé à l'exemple très banal de peut-être on vit un peu de stress, on a de la difficulté à dormir, mais là, quand on essaie, qu'on dit qu'il faut qu'on dorme, qu'est-ce qui arrive? Bien, on dort pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? C'est de, oui, accepter cette émotion-là, mais d'être capable de la prendre puis de la mettre à côté de soi. Oui, elle est là, c'est correct, je la reconnais, mais comment après ça, je regarde ailleurs, donc je porte mon attention ailleurs, puis ça m'amène à parler d'adopter une posture mentale, donc une attitude constructive. Puis la prochaine image, pour moi, est très parlante de c'est quoi adopter une posture mentale positive. D'un côté, ben, il pleut. Dans les deux situations, il pleut. D'un côté, j'aime pas la pluie, j'aurais voulu qu'il pleuve pas, ma journée serait plus belle s'il pleuvait pas, ma journée est foutue, il pleut toujours, tous les jours c'est comme ça.
je ne vais pas tous les nommer, et de l'autre côté, il pleut. On a des gens qui, de nature, sont du côté il pleut, puis tout de suite, OK, ben c'est ça la situation, tu sais. Je passe à d'autres choses où je construis là-dessus, mais d'amener à adopter une posture plus positive, des fois, ça peut être un travail de longue haleine, travailler son mental. Donc, des fois, la courbe de progression est lente. Ça prend de la pratique, ça prend les techniques, puis c'est de trouver, dans le fond, la technique qui vous convient. Je sais que de mon côté, une technique qui fonctionne très bien, c'est l'écriture. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Juste des fois, se rasseoir puis dire, OK, il y en a eu des choses positives dans ma journée. C'est quoi? Écrivons-les. Puis je vous le dis, plus vous le faites, plus automatiquement votre attention va changer sur ce qui est positif. Mais ça, c'est intéressant, Mélanie, ce que tu avances. Puis ça me donne quasiment le goût de lancer un petit sondage oui. comme ça. On serait dû, là. Ce serait le moment. Pour que je lance à l'instant, savoir auprès des personnes qui nous écoutent, quels outils utilisez-vous personnellement pour gérer vos émotions? Puis, entre-temps, pendant que les gens répondent, bien, je voulais vous mentionner que ça s'est un peu populé là, dans le Q&R, là, que faire corps avec le changement, il y a quelqu'un qui a écrit ceci, que le résultat du changement déjà adapté devienne le nouveau point de départ des changements du futur. Mais je trouve ça intéressant, la subtilité des changements du futur. Donc, cette personne-là a déjà accueilli, accepté que ça allait se faire en mode itératif continu. Bravo, monsieur, madame, pour cette réflexion. Qu'est-ce que vous en dites? Ben oui, on est déjà dans l'ouverture qui va faire partie de nos prochains éléments, mais d'être une disposition à ces changements-là, donc de faire corps avec le changement, mais c'est d'accepter qu'il sera toujours là. Il va arriver de façon différente, à des rythmes différents. On parlait de vitesse d'entrée de jeu, mais c'est pas parce que la vitesse est différente qu'on doit changer notre posture. Au contraire, de dire, ben là, c'est plus rapide. La prochaine fois, ben j'essaierai de prendre mon temps et de le voir autrement. Il y avait aussi une dame ou une personne anonyme qui dit que c'est important pour faire corps avec le changement de prendre le temps de respirer. Alors, oui. Oui. Alors, ben, ça fait partie des choix de réponse. Hein. On l'avait mis, technique de respiration, et je pense qu'il y a quand même une bonne proportion de gens. Oui. Comme ça continue de monter, je vais continuer à lire ce qui est dans le Q&R, si vous me permettez. Moi, j'aime bien, il y a quelqu'un qui a mentionné partage de celle-ci avec une personne de confiance. S'entourer aussi, tu sais, on parle de l'individu, mais tu le disais, Mélanie aussi, tu sais, on vit toutes sortes de choses, on a toutes sortes d'émotions, mais des fois, juste d'échanger avec quelqu'un, de voir le point de vue de l'autre, hein, l'effet miroir. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, si tu te regardes toujours dans un miroir, tu vas toujours avoir le même reflet. Alors que de parler avec quelqu'un d'autre te donne une autre perspective. Ou je pense que des fois aussi, ça peut seulement te rassurer de voir que tu n'es pas tout seul aussi actuellement dans cette situation-là. Puis juste des fois, d'en parler, de le nommer, bien, ça paraît déjà moins pire. Puis je pense que ça remet les attentes au bon niveau aussi, de pouvoir en parler avec quelqu'un. Alors, les votes se sont stabilisés, mesdames. Je vais fermer. Tu nous partages les résultats? Oui. Voilà. Donc, le sport est très populaire. Effectivement, c'est évidemment un excellent outil de gestion de stress. Ça marche à coup sûr, le sport. Oui, puis tu vois que de pas très loin, technique de respiration. On a quand même plusieurs personnes qui, dans le QR, Marie-Pascale, ont indiqué toutes ces réponses. Je pense que ça rejoint plusieurs. Probablement qu'on va en utiliser une ou une autre selon la situation, selon l'émotion qu'on va vivre aussi, peut-être. Certaines sont plus libératrices, alors que d'autres vont nous permettre de mieux intégrer ce qui vient de se passer et d'être capable de passer à l'étape suivante. Exactement. Je pense que le secret, c'est juste de trouver sa technique qui marche pour soi, puis de la pratiquer. Tout à fait. Donc, il y a une personne qui a aussi mentionné d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Et donc, j'aurais tendance à vous laisser poursuivre, mesdames, parce que c'est le sujet de... Ça fait tellement un beau lien. Oui. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Mais en fait, hein, puis nous, on disait construire sur ce qui est disponible. Alors, l'adage dit, quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Hein? On s'est tous déjà fait dire ça, ou on a tous vendu de la limonade au parc étant jeune. C'est vrai aujourd'hui,
Mais c'est vrai tout le temps, puis je l'ai vu dans les questions-réponses aussi, de dire tous ces moyens-là sont efficaces dans la vie de tous les jours, pas juste en situation de changement, mais en situation de changement, ça devient des outils précieux. Ce matin, j'ai vu une publication de Ariana Huffington sur LinkedIn qui disait faites face à ce qui se présente et non pas à ce que vous craignez. Wow. Ça m'a parlé, surtout qu'on était en répétition pour notre webinaire, puis je me suis dit, tiens, je trouve que ça fait un beau lien. Donc, souvent, on anticipe qu'est-ce qui est là plutôt que de faire avec ce qui est. Donc, pour certains, dans le cas du changement, bien, c'est la crainte de ne pas retrouver ce qu'ils avaient avant. Moi, j'ai envie de dire, faisons avec ce qui est là. On n'est plus en présence aujourd'hui, hein? On a donné l'exemple du télétravail. C'est le cas de la majorité d'entre nous. Puis nous, en gestion de changement, Mélanie, tu le sais très bien, on travaille beaucoup avec l'informel. Hein? On va rencontrer des gens, on va entendre des conversations de corridor, on va se tenir près de nos équipes. Bien, ça pose tout un défi. Puis je suis sûre que toi comme moi, puis on se l'est même dit en équipe, hein, en rencontre d'équipe, ça a été notre plus grand défi comme conseiller à relever. On regrette un peu les discussions là, les gens qui se réunissent dans les corridors parce qu'on est capable d'entendre comment ça se passe. Les gens qui travaillent en atelier, ils regrettent donc leur tableau blanc puis leur grande salle. Mais malgré tout ça, ben, on découvre des fonctionnalités, des outils. Hein? On réalise que parfois, ben même, on y gagne quelque chose, soit en précision, soit en efficacité, parce qu'on écrit peut-être mieux à l'ordinateur qu'à la main, un exemple, et on finit même par y prendre un certain plaisir. Donc, plutôt que de regretter la situation, on vit avec ce qui est là. On le voit aussi dans la vie de tous les jours. Hein? Certains ont pris le virage très rapidement, qu'on pense juste à la pénurie de vélos qui s'annonce cet été. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Ou les maîtres pisciniers qui sont débordés. Le budget de vacances a fait un switch vers la cour. On a passé là, le cap des 100 jours. Donc, le comportement des consommateurs, notre comportement, mais le comportement de nos clients a changé. Puis évidemment, ça va avoir un impact sur nos organisations et ça signifie un impact sur les employés. Il faut donc qu'on fasse partie de la solution. Comme individu, comment on peut contribuer à ces nouvelles initiatives-là qu'on devra proposer, puis amener notre contribution, je dirais, à cette réinvention. On doit aussi avoir le courage de faire des choix, être dans l'action. On ne fait pas juste subir le changement. Le télétravail, ça va faire partie des pratiques organisationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est de s'aménager un espace, choisir un emplacement où on est bien, le mobilier, la décoration. C'est aussi faire preuve d'ouverture. On a la responsabilité d'être curieux, d'être ouvert à l'apprentissage. On en a beaucoup parlé dans les webinaires précédents, j'y reviendrai pas plus que ça, mais changer nous-mêmes comme individus, c'est aussi de changer notre vitesse peut-être. Ça nous ramène à notre question de départ, qui s'applique peut-être pas juste au changement, mais aussi à nous. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Je suis entièrement d'accord avec toi, Véronique. Donc, au niveau de la vitesse, adopter une vitesse marathon plutôt que celle du sprint. Parce que s'il y a des coureurs parmi vous, vous savez que quand vous vous entraînez pour un marathon, il ne faut pas nécessairement faire le meilleur temps de notre vie en entraînement, mais être capable de courir sur une longue distance. Donc, on est mieux aller moins vite pour être capable d'aller plus loin. Et je vous dirais qu'en ce moment, on a parlé beaucoup des changements au travail qui demandent de l'adaptation, mais n'oubliez pas aussi que toutes les sphères de votre vie ont changé en même temps du jour au lendemain. Donc, la famille, la vie sociale, nos sorties, nos loisirs, la société, toutes les nouvelles normes qu'il faut qu'on adopte. Donc, ça demande du jus. Donc, votre réservoir d'énergie, là, puis votre réservoir d'empathie, il n'est pas illimité. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu ralentir parce que sinon, on n'arrivera pas à s'adapter à tout ça en même temps. Donc, ça nous amène à être réalistes dans les objectifs qu'on se donne. Donnons-nous une chance, soyons notre meilleur ami. Peut-être que notre to-do list, ça peut être un peu moins longue que d'habitude pour être sûr qu'on puisse accomplir quand même. Après ça, se créer une nouvelle routine. On parle beaucoup, on a été submergé par toutes les rencontres Teams. Donc, comment vous pouvez vous créer une nouvelle routine là-dedans qui vous convient, qui vous permet d'avoir des moments un peu plus de détente, de repos. Donc, on dit de prendre des blocs de travail, donc pas plus de 3 heures de travail pour ensuite être capable de prendre une pause, aller dehors.
Je vous dirais aussi de se comparer à soi-même, donc pas aux autres. Donc, c'est facile de peut-être regarder son collègue. Si vous avez des enfants au travail, un collègue qui n'a pas des enfants, lui, à la maison, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc, vous êtes le maître de vous-même, donc comparez-vous à vous-même. Puis, j'ai un exemple qui est pas lien avec le travail. Avec mon conjoint, j'ai l'habitude de courir. Lui, il fait des marathons. Moi, je suis encore au demi-marathon. Je vais probablement rester au demi-marathon. Mais quand on court ensemble, lui, il est habitué de courir longtemps, il court vite, puis j'essaie d'aller à sa vitesse, puis souvent, ça me fâche. Quand je cours avec lui, je cours moins bien que quand je cours toute seule parce que je me rends compte que je me compare. Donc, l'importance de regarder sa progression à soi, puis ça m'amène au dernier point de considérer l'adaptation comme étant une réussite, donc de voir le progrès et non la perfection et la performance. Tellement vrai. Ça me parle beaucoup, ça, ce que tu dis, Mélanie. Vraiment. Merci. Donc, on a parlé beaucoup de l'individu parce qu'on disait que le changement part de vous. Donc, si on avait un conseil de gestionnaire du changement à vous donner, c'est choisissez, vous avez le choix. Choisissez d'être un acteur puis un ambassadeur plutôt qu'un spectateur du changement parce que probablement que ça va être plus fun puis vous allez peut-être avoir un peu moins mal. En référence à ton analogie de la course, sache que dans le QNR, on a quelqu'un qui vit la même situation avec son conjoint, puis que là, elle s'est adaptée. Elle a décidé de lui donner un rendez-vous à la fin, à un endroit précis. Okay. Ils se laissent courir à leur propre rythme, si j'ai bien compris. Donc, je voulais te mentionner ça. Ben oui, c'est une bonne idée. Il faut que je progresse dans mon comparer à moi-même. C'est un apprentissage continu, hein? Puis tu disais, Mélanie, d'être le conseil qu'on leur donne. Mais je pense qu'aussi, ça fait appel à certaines compétences clés qu'on a mentionnées tout au long du webinaire, puis que j'ai envie juste de résumer rapidement, mais je trouve que les gens, par leurs réponses, les ont déjà très bien saisies. Donc, de faire preuve de flexibilité, on l'a vu à quelques occasions. Être capable de collaborer. Hein? Le travail d'équipe, l'échange souvent va être porteur aussi pour l'individu, mais collaborer en équipe. Je pense que dans ton exemple, l'équipe s'est tellement mobilisée que ça a été pour eux générateur d'impact sur la façon dont ils ont pu faire face au changement suivant, après avoir passé quand même un changement, on s'entend, assez radical. Apprendre à donner du feedback. Hein? On a des collègues qui ont parlé de communication un peu plus tôt dans nos séries, mais je pense que ça fait partie pour faire corps avec le changement. En tant qu'individu, quand on nous demande notre avis, hein, on vous demande de compléter un sondage, on vous invite à des ateliers, bien, donnez votre opinion parce que c'est ce qui va faire évoluer la solution ou l'organisation du travail ou peu importe ce qui est à mettre en place. Quand vous êtes consulté, vous avez la responsabilité de participer et d'émettre votre opinion. Développer votre polyvalence. Hein, on parlait d'apprentissage, d'ouverture. C'est évidemment au cœur. Puis j'ai envie de dire, bien, tout ça va vous permettre de vous adapter en mode continu. Alors, est-ce que tu aimerais sonder le terrain parmi toutes les compétences que... Tu m'enlèves les mots de la bouche, Marie-Pascale. Je lance un dernier sondage avant la fin pour savoir, c'est auprès de vous, parmi toutes ces belles compétences qui ont été expliquées, nommées, laquelle vous permet de plus faire corps avec le changement? Ah, ça varie? Oui, hein, c'est toujours intéressant de voir. Mes capacités d'adaptation est partie avec une bonne longueur d'avance. Oui, tout à fait. Mais on voit que plus les réponses avancent, les autres gagnent en popularité. Ça s'équilibre un peu plus. Donc, ça s'équilibre un peu plus. Est-ce que c'était une question à choix multiple, Marie-Pascale, juste pour... je pense que les gens peuvent répondre plus d'une question, plus d'une réponse? Je pense que oui, effectivement. Oui. Et moi, j'ai envie de compléter en disant, si vous aviez des doutes sur votre capacité d'adaptation, je vous confirme que vous en avez. Avec les changements extrêmes qu'on vient de vivre dans toutes les sphères de notre vie, vous êtes capable de vous adapter. Puis ça demande probablement un mix de compétences. C'est ce qu'on voit dans les réponses du sondage que je vais afficher à l'instant. Voilà. Avec l'adaptation en tête de liste. En tête de liste.
mais on sent que ça nous demande un bagage, des outils, une boîte à outils de compétences. Oui, ben en fait, je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi avec notre série, hein, Restons connectés, ultimement. C'est de fournir des outils sur différents aspects du travail pour s'aider à s'adapter à cette réalité-là. Je vois un des commentaires, tu sais, chercher à comprendre plutôt que de juger. Tu sais, on n'a pas parlé de jugement dans notre... puis c'était volontaire parce que pour nous, le jugement, ça n'en fait pas partie. Il faut justement faire appel à l'intelligence des gens puis dire on va leur donner l'information pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir leur attitude et aussi comprendre où est-ce qu'on veut les amener. Plutôt que, tu sais, quand on est mis devant un fait accompli, c'est sûr que c'est jamais l'idéal et c'est pour ça qu'on travaille. Hein? Mélanie, tu l'as dit d'entrée de jeu, nous, on est là pour que les gens, au jour 1 d'un changement, aient tout en main pour y faire face. Mais quand on va leur avoir expliqué et qu'ils vont avoir compris, ils sont beaucoup plus dans des dispositions pour s'adapter. En fait, on m'indique que l'option de choisir plusieurs réponses n'était pas disponible avec le sondage. Alors, ce sont des réponses uniques. Oui, puis en fait, que plusieurs d'entre eux auraient souhaité en choisir plusieurs pour renforcer le fait que c'est un mix. Bon. Le mix d'ouverture d'esprit, confiance et collaboration. Mais à tout le moins, j'imagine... Ben, on les a forcés à se positionner. Exactement, exactement. Alors, je regarde je fais un dernier tour de roue dans le QNR pour qu'on puisse vraiment bien saisir comment les gens ont perçu le thème faire corps avec le changement. Et je crois qu'on a tout couvert. On dit simplement baisser nos résistances, poser des questions, voir le positif, chercher à comprendre plutôt que juger. Se faire confiance entre collègues. Oui, la chance de vivre des beaux moments de partage et de confiance. Mélanie, je pense que ça fait écho aussi à ce que tu partageais. Exact. J'ajouterais aussi le niveau de confiance avec le gestionnaire. Parce que je pense qu'avec la situation actuelle, je pense aux gens qui ne peuvent pas mettre les heures qu'ils mettent d'habitude avec les enfants à la maison. Donc, nécessairement, ça amène des discussions que tu n'avais pas avec ton gestionnaire avant. Fait que je pense que c'est une belle opportunité aussi pour développer cette proximité-là avec ton gestionnaire, qui est, selon moi, super importante dans une situation de changement. Ça nous fait une superbe transition pour la fin de notre webinaire, Mélanie, parce que... c'est vrai, c'était pas voulu en plus, je vous jure. On s'entend vraiment toutes pour le fait que le leadership est partagé maintenant. Ce n'est plus simplement, ça ne repose pas plus simplement sur les épaules des gestionnaires, c'est la responsabilité de tous. Et que jeudi, on va l'aborder sous la position d'un leader, coach, résilient et bienveillant. Parce que naviguer dans la complexité, on s'entend que le leadership devient de plus en plus extrême pour les dirigeants qui doivent agir avec doigté, écoute, empathie. Alors, écoutez, merci Véronique, merci Mélanie. Je suis certaine que votre message d'aujourd'hui en a rassuré, confirmé, éclairé plus d'un. Je vous dirais que moi, de ce que j'ai retenu d'aujourd'hui, c'est qu'on a couvert les dimensions culturelles, organisationnelles, d'équipe et individuelles du changement. Donc, on se voit davantage nous-mêmes dans ce leadership distribué-là, partagé, mieux équipé à naviguer dans la complexité. Donc, je vous en remercie. On vous attend tous ce jeudi à 11h pour notre dernier webinaire de cette série. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Véro, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi Marie-Pascale. Bonne journée. Bonne journée. C'était un plaisir de vous animer aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Au revoir.